Je viens de passer un moment extraordinaire avec Katia Korik, une femme d'expérience, une femme stratégique et en même temps qui est connectée à une profonde joie, à un profond moment présent qui ne laissera personne indifférent. Fait que je vous laisse avec Katia Korik. Ça va être super. J'aime ça, je tripe ma vie. Merci pour l'opportunité. Merci à toi, vraiment bienvenue au podcast Briller en soi et ensemble, Katia. Merci. Vraiment un plaisir, la vie a fait qu'on s'est parlé hier et puis te voilà déjà au studio. T'as saisi le moment quand j'ai eu l'intuition, fait que je suis vraiment dans la gratitude que tu sois là. Moi aussi. D'avoir passé ce 20 minutes déjà avant dans la voiture et puis d'apprendre à te connaître mieux, ça donne envie encore plus de faire cette entrevue parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas assez de 30 minutes, 45 minutes, peu importe. On n'en aura pas assez. Il va falloir qu'on se revoie. L'honneur est à moi. Tu es arrivée très jeune de Croatie, Katia, et ta famille a tout construit ici. Tu avais 3 ans. Comment tu as la sensation que cette histoire familiale, les raisons pour lesquelles vous avez quitté, et toute cette histoire familiale t'a construit? C'était pour moi... imaginez à 3 ans, arriver ici, je ne parlais pas ni l'anglais ni le français. Et c'est comme tomber dans un univers complètement étrange. Et je me souviens très bien de ma première journée au maternel. Il y avait une demi-lune d'étudiants autour de moi qui me regardaient avec les grands yeux et je ne pouvais pas communiquer. Parce que j'avais pas appris encore à parler. Et je me souviens, tranquillement, pas vite, grâce à ma chère maman, je regardais Sesame Street. Puis tous les programmes à la télévision à l'époque, sur Radio-Canada. Et ça m'a affecté, ça m'affecte toujours. Parce que même si j'ai passé toute ma vie ici, il y a une certaine partie de moi qui trouve que la Croatie, le Dubrovnik, ma ville natale, ça c'est vraiment mon chez-moi et c'est à moi. Et des fois, même si j'étais ici la majorité de ma vie, ce n'est pas vraiment à moi ici, même si j'adore Montréal et je suis un supporter de Montréal et de Québec, de Canada. Oui, puis avec tout ce que tu fais je suis capable de me sentir comme une Québécoise, comme une Canadienne, comme une citoyenne de notre belle Ville-Marie. Mais c'est quand que je retourne à Dubrovnik, que je touche au mur de ma ville, là je me dis, ça c'est à moi. Alors, être une immigrante, c'est comme ton âme est toujours en flex. T'es comme partout un peu. Quand je vais à Dubrovnik, c'est à moi, mais j'ai pas grandi avec les gens là-bas. Alors, il manque une grande partie de ma jeunesse, de mon adolescence. Je comprends pas exactement de quoi les gens parlent exactement. Mais mes parents étaient très, très, très intelligents et nous avons étudié des langues. Alors, tout de suite, à partir de la 6e année, c'était l'immersion française totale. Et après, j'ai étudié l'italien. Alors, aujourd'hui, grâce à mes parents et leur savoir-faire, je parle 4 langues. Oh, OK. Oui. Mais et ça continue d'être comme ça, comme tu te sens un peu. Et c'est correct parce que tu amènes ta culture avec toi. On a gardé la culture, on cuisine les mêmes repas, on parle la langue croate à la maison pour ne pas oublier. Mais je pense que je me sens comme la majorité des immigrants qui sont ici. Les racines restent quelque part, mais on peut être bien. Mon cœur est toujours ancré à Dubrovnik. Oui, je comprends. Même si je suis en amour avec Montréal. Je suis en amour. Je suis tellement contente d'être ici. J'adore cette ville. Mais ça se voit avec tout ce que tu fais. Écoute, en dedans de 24 heures, tout ce que j'ai appris sur toi, et c'est certainement 1% que je sais. Et justement, qu'est-ce que ces leçons de vie, tu sais, puis t'as beaucoup parlé de ton père, avec les exemples, tu sais, que tu m'as raconté. Qu'est-ce qu'il a pu t'enseigner, qui t'aide aujourd'hui dans ton travail, dans qui tu es?
Ben, mon papa était né en 1938. Si tu peux imaginer, et la Deuxième Guerre mondiale a envahi l'Europe quand il était enfant. Et il nous a raconté beaucoup de son jeune enfance quand on grandissait, mon frère et moi, et il nous parlait du fait qu'il n'y avait pas de nourriture. Il n'y en avait pas. Et il était souvent... Il avait faim. Il avait faim. Mais quand même, il a trouvé avec sa maman et son papa et les voisins de trouver une façon de s'entraider. Et je me souviens, il était capitaine maritime et longtemps, il a travaillé 40 ans dans le port de Montréal. C'était une légende véritable du port de Montréal. Il connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait. Et souvent, je l'accompagnais pour aller avec lui sur les grands navires dans le Vieux-Port quand j'étais petite. Et souvent, on arrêtait acheter des sandwichs et on les donnait aux gens qui voyaient, qui circulaient, les gens sans abri. Oui, on passait devant des maisons, là, des missions, puis il me montrait les gens, puis il me disait, on va leur donner des sandwichs, ils ont faim. Et ça a vraiment fait un effet sur moi, parce que je continue ça aujourd'hui. Ouais. Il m'a appris comment être généreux, mais il m'a appris aussi comment travailler très fort et de devenir indépendante. Quand j'étais tout petite, il me donnait des longues lectures de capitaine. Là. Comment faire ça toute seule? Il disait, row your own boat, young lady, you know. Je ne comprenais pas ça quand j'étais petite. Je voulais juste un câlin. Mais avec mon papa, c'était vraiment tough love. Et il était indépendant lui aussi. Alors, je pense que j'ai appris beaucoup. Il était un homme très fort, mais un homme avec un grand cœur, qui aidait les gens. Alors, c'était ça, sa grande influence sur moi. C'est beau et en même temps, j'ai appris que tu travailles pratiquement 12 heures par jour, puis c'est pas juste ton travail, il y a le travail et puis il y a tout ce que tu fais en plus de manière bénévole. Comme tu dis, activiste communautaire. Qu'est-ce que c'est, activiste communautaire? Ça part d'où à l'intérieur de toi, cette mission-là? Il faut être assez empathique de voir qu'autour de nous, il y a certains problèmes qui sont là. Et même si on peut pas régler tous les problèmes de l'univers nous seuls comme ça, on peut quand même faire un petit quelque chose en utilisant notre savoir-faire et tout ce qu'on a appris dans la vie. Alors, depuis maintenant 25 ans, j'œuvre dans la communauté LGBTQ pour faire la promotion de la prévention vis-à-vis les substances qui peuvent être très toxiques et mortelles, en fait. Alors, certaines drogues qui sont utilisées dans le club ou dans la vie quotidienne. J'étais une des premières personnes à sonner l'alarme contre la drogue très dangereuse crystal meth en 1999, quand c'est devenu très populaire. Je visitais le New York souvent et j'ai vu dans le temps que c'était devenu populaire à New York et je suis retournée à Montréal et j'ai vraiment averti et par chance j'avais commencé un travail avec la fondation BBCM pour Robert Vézina qui est mon mentor, qui m'a appris beaucoup dans la vie aussi. Et il opérait la fondation, il y avait le grand Circuit Party, le Black and Blue à chaque année, un véritable festival, le plus grand au monde à l'époque. Et moi, j'ai commencé à travailler sur leur programme de prévention. Alors, on avait publié un petit livret qui expliquait tous les dangers, on avait une campagne d'affiches, on avait une équipe médicale. Et c'est là-dedans que j'ai vu que oui, le monde LGBTQ a besoin de ça à cause qu'il y a beaucoup de haine encore, il y a beaucoup d'homophobie. Alors, ces gens-là, ils peuvent consommer plus pour oublier ces problématiques. Alors, c'est là que j'ai vu que, je suis utile. Je peux aider à travers mon art, à travers de ma créativité. Alors, c'est là que j'ai commencé à vraiment former la personne que tu vois aujourd'hui. On parlait d'altruisme, tu sais, à quel moment, parce que c'est parti de très jeune finalement, de ce que je comprends avec ton père qui disait, les sandwichs, on va aller les donner, on va les distribuer, on va faire une différence dans la vie de quelqu'un à ce moment-là. Le mot altruisme, souvent, on a du mal à l'associer aux organisations. C'est de dire comment je peux être altruiste ou aider même à l'intérieur de mon organisation. Disons que j'ai pas de temps à mettre
ailleurs que déjà là. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus gentille, pour pouvoir faire une différence à l'intérieur de l'entreprise en disant, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai une batterie qui est peut-être plus faible. Il y a des gens qui ont plus d'énergie, qui sont capables de faire un 12 heures comme tu es capable de faire. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là au niveau énergétique ou émotionnel ou mental. Mais comment, à notre niveau, on peut faire vivre cet altruisme-là? Il faut se souvenir que altruisme, qu'est-ce que c'est? C'est faire quelque chose sans vouloir rien en retour. Et ça peut se manifester très facilement avec des petits gestes, d'être à l'écoute. Peut-être il y a une collègue que tu sais pourrait avoir un petit coup de main. Tu peux faire des petits gestes, tu peux écouter, tu peux essayer d'aider. Il y a plusieurs façons de le faire. Faut être empathique, faut être un empathe en premier, et il faut avoir la volonté de le faire. Alors c'est faisable. On peut pas régler tout, mais on peut faire ça peu à peu, je trouve. C'est quoi l'exemple qui t'a marqué le plus où tu as dit, je ne pensais pas que j'aurais pu faire une différence, mais je l'ai fait? Tu sais, t'as certainement vécu plein d'exemples, que ce soit professionnel ou personnel, ou là, parce que t'as choisi de ralentir, d'écouter. J'ai un bon exemple, quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 15 ans. J'étais en voyage aux États-Unis avec une grande amie de l'Europe. Et on était à New York. Et elle avait des petits-enfants, des bébés à l'époque. Et elle m'a dit, Kat, j'adore ce que tu fais. Tu es une activiste pour le VIH-Sida, mais t'es pas gay, t'es pas une lesbienne, t'es straight. Et j'admire ce que tu fais, mais Kat, je ne veux pas que mes enfants soient gays. Et là, j'ai dit, oui, mais c'est pas notre choix. Si quelqu'un est gay ou lesbienne, c'est parce que c'est la nature. C'est la nature et c'est comme ça que ça va être. Et j'ai expliqué un peu que c'est pas leur choix. Et c'est super intéressant parce que 10 ans plus tard, j'ai vu ma copine et on était sur une plage en Europe. Et elle me dit, est-ce que tu te souviens de notre voyage? Et j'ai dit oui. Et elle me dit, mais tu croiras pas qu'est-ce qui m'est arrivé récemment. Et j'étais comme quoi? Et là, j'ai eu des frissons parce qu'elle m'a dit, tu te souviens de notre conversation? Et j'ai dit, bien sûr. Elle a dit, ben là, tout récemment, ma meilleure amie est venue me voir en privé pour me dire qu'elle était lesbienne. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, ben, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré. Et je lui ai dit, je suis ici pour toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, aie pas peur. Et là, j'ai vu que ce petit geste de juste prendre le temps d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui peut-être sait pas, mais lui a appris ça peut-être d'une autre personne, puis il était comme mal éduqué. Et là, tu peux juste expliquer quelque chose d'une façon que ça va rester. Et ce qui est génial, c'est que moi, je peux participer dans des milliers de démonstrations et tout ça, mais si je peux changer la mentalité d'une personne, parce que check bien, cette femme est une femme forte, c'est une génie, c'est une lumen. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire si elle entend une parole homophobe? Elle va dire, non, viens avec moi, je vais vous parler, on va prendre un café, elle va changer la vie de quelqu'un d'autre. Parce que elle a été changée. Alors ça, pour moi, c'était mon moment que j'ai dit, wow, merci. J'ai réussi à faire une différence parce que là, elle a aidé quelqu'un d'autre et elle va continuer de le faire. Alors ça, c'est pour moi. Oui, c'est un effet domino. Un de mes moments magiques que j'ai eu la chance de... As-tu vécu des points de bascule, mais de toi, où toi, tu as eu besoin d'aide, où tu t'es senti peut-être que c'était plus difficile dans des moments où des défis qui te sont arrivés? Définitivement. Puis tu as reçu... Définitivement. Dans les années 90, durant le temps que mon pays était attaqué par l'armée yougoslave, et j'ai perdu beaucoup d'amis, mes grands-parents, ma ville se faisait bombarder, Dubrovnik, ville historique protégée par UNESCO, qui peut aller bombarder cette ville-là? Elle m'appartient, mais elle appartient à toi aussi, ça appartient au patrimoine mondial. Et je me souviens, c'était vraiment
le moment où j'ai senti que la seule façon comment je peux dealer avec les émotions, c'est de aller vers ma créativité. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus de peinture, de dessiner, et j'ai vraiment fait une série qui parlait de mes émotions. J'ai créé toute une collection qui parlait de l'effet de la guerre sur l'artiste. Et encore une fois, mon papa, 4 ans plus tard après la guerre, je lui ai dit que j'aimerais tellement aller en Croatie avec les œuvres d'art puis les exposer à mon peuple. Et mon père est arrivé un jour à mon travail avec 2 billets d'avion et il m'a dit, tout est arrangé, tes expositions sont arrangées, on va faire une à Zagreb, une à Požega puis la dernière à Dubrovnik. Va dire à ton patron que tu prends 2 semaines. J'avais pas le choix, hein? Quand ton papa, le capitaine, organise quelque chose. Et je pense que c'est là que, tu sais, mon père aussi, mes parents aussi m'ont aidé beaucoup. J'avais 22 ans. À 22 ans, là, t'es toujours jeune, hein? T'es toujours jeune. On reste toujours les enfants de nos parents, je pense, oui, peu importe l'âge. Tout à fait. Puis la guerre m'a vraiment basculé, mais la guerre m'a aidé aussi à comprendre que il faut avoir un cœur ouvert pour les vétérans. Et après ça, c'est là que j'ai vraiment commencé. Je me suis lancée. Quand je travaillais pour Robert Vézina, nous avons travaillé ensemble sur des grandes balles militaires, des événements majeurs pour des levées de fonds pour les vétérans. Et c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec la cause des vétérans. Et on n'a pas besoin d'être un vétéran ou une vétérane pour penser à des vétérans parce que j'ai des vétérans dans ma famille. Toi aussi, probablement. On a tous une connexion avec les vétérans. Et aujourd'hui, j'ai la grande fierté de travailler avec l'organisation Le Sentier, qui aide justement les vétérans à se réintégrer dans la société après qu'ils reviennent des guerres. Alors, tout a comme tombé dans les bonnes places. La misère que j'ai sentie à cause de la guerre en Croatie, maintenant, j'ai comme une nouvelle vie parce que je peux faire une différence pour les vétérans canadiens ici. Je trouve ça extraordinaire de voir le cheminement que tu as eu. Est-ce qu'à un moment donné, il t'est arrivé, quand tu étais à l'école, de dire, OK, mais je m'en vais où? Je fais quoi avec? Je suis qui? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes qualités? Comment tu as fait pour arriver où est-ce que tu en es rendu à savoir que tu es capable de faire ça? J'ai eu à 8 ans à peu près une crise existentielle où tous mes amis parlaient, je vais être un pompier, je vais être une policière, je vais être une avocate. Et moi, j'étais comme, qu'est-ce que je vais? Moi, c'est quoi? Je ne sais pas. J'avais aucune idée. Je savais que j'étais bonne en art. Mais comment tu vas faire une carrière? Alors, je n'avais aucune idée. Et c'était justement durant la crise du VIH-Sida en 94 que j'ai pris mon test de dépistage. J'ai vu que j'étais séronégatif. Et j'ai dit, OK, ça c'est bon. Parce qu'on avait tous peur, dans les années 90. Peut-être on l'a attrapé parce que les gens tombaient... les gens étaient très malades, on a perdu beaucoup d'amis et c'est là que j'ai dit non, je veux faire quelque chose pour aider. Et c'est là que je suis allée travailler bénévolement au début pour la fondation BBCM. Après ça, j'ai eu une offre d'emploi, alors j'ai resté à la fondation pendant 10 ans. Et après ça, j'ai tellement adoré travailler avec Robert Vézina il m'a engagée dans sa compagnie de relations publiques, événements spéciaux. Et c'est là que j'ai tout appris de Robert. Comment faire une proposition de partenariat, comment trouver les partenariats, comment faire du relation publique, comment bâtir un événement de A à Z. Et c'est grâce à lui, vraiment, que j'ai appris à faire tout ça. Et là, les dernières quelques années, je fais que du partenariat stratégique. J'ai fait assez d'événements. Et là, je veux juste faire partenariat stratégique parce que j'ai bâti une grande réseau depuis toutes ces années-là. Et là, j'ai trouvé, qu'est-ce que je veux faire avec tout ce réseau-là? Là, je peux le mobiliser pour aider les autres. Alors, ça, j'adore. Oui, puisque ça fait un effet boule de neige. Tout à fait. C'est beaucoup plus gros, plus vite, plus rapidement. J'adore connecter les gens. J'adore.
Ben, je l'ai vu en live hier parce que tu m'as parlé d'une personne, puis en dedans d'une heure, ça y est, on était connectés. Oui, ça, c'est vraiment ce que j'adore faire parce que je connais tellement de personnes. Alors, je dis à tous mes collègues, as-tu besoin de quelqu'un, un contact spécifique dans un domaine spécifique, appelle-moi parce que c'est sûr et certain que je peux te référer. Ça, j'adore faire ça. Ça, c'est pour moi, c'est... Puis quand ça marche, quand je peux créer... Cette étincelle. Ah oui, j'adore. Ça se voit dans ton visage. Oui, j'adore. Il y a, tu parlais de la petite de 8 ans qui dit, bon, ben, moi, je vais faire quoi plus tard? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un changement de paradigme dans nos organisations où il y a beaucoup de gens qui se sont perdus à travers leur faire à vouloir travailler plus. J'ai l'impression qu'ils se sont perdus eux et il y a une belle pensée de vouloir revenir au sens, à l'utilité, mais ils savent pas comment. Qu'est-ce que tu conseillerais à peu importe que ce soit un homme ou une femme qui se sent perdu dans ce qu'il fait, et puis il continue parce qu'il faut payer des factures comme tout le monde, mais comment il pourrait faire pour, avec ce que tu sais déjà, est-ce que t'as ton bagage? Ben, la personne peut commencer tranquillement, jour par jour, réfléchir à qu'est-ce qu'il aime le plus. Y a-t-il quelque chose qui l'attire? Mettons, c'est les enfants. Mettons, c'est les sans-abri. Mettons, c'est une cause qui lui tient au cœur. Il peut commencer tranquillement, pas vite, quelques heures par semaine de bénévolat pour rencontrer les gens, voir la réalité, aller faire quelques heures de bénévolat chez une fondation et voir, OK, commencer un peu. Parce que c'est sûr et certain que dans notre travail au quotidien, c'est sûr et certain que certaines personnes le font uniquement parce qu'ils ont besoin de le faire. Ils ont nourrir leurs enfants, payer les frais, les factures. Alors, ça, c'est correct. Ça veut pas dire que c'est nous, notre vocation. C'est juste notre travail. Mais si on n'est pas dans une place où on est vraiment content, on peut aussi commencer à regarder ailleurs tranquillement pour voir où est-ce que je peux aller. On peut aller prendre du conseil d'un coach, voir, OK, où est-ce que je vais me diriger, comment. Ça se fait pas dans un jour, ça se fait tranquillement. Il faut y penser, il faut imaginer la joie quand on va voir le travail qu'on adore, comment on va se sentir, comment ça va nous faire du bien. Comment ça va contribuer à notre épanouissement? Tout est faisable. Faut juste être inspiré. Ouais. Et des fois, faut demander de l'aide. Parce que des fois, on n'est pas équipé de le faire nous-mêmes. Parler à quelqu'un. Aussi, c'est bon de parler à quelqu'un qui a déjà atteint ça. Et souvent, on va trouver que les personnes, mettons un chef d'entreprise, une présidente, directrice générale, peut les contacter puis demander des conseils. Les gens adorent ça. Oui. Des gens qui sont déjà à leur sommet. Des fois, ils adorent ça si on leur demande, est-ce que vous pouvez me conseiller? Est-ce que je peux vous amener luncher? Oui. Pouvez-vous me donner quelques conseils? Ils vont probablement dire oui. La majorité accepte. If you don't ask, you don't get. Ça, c'est une autre chose. Il faut le faire. La pire chose qu'ils peuvent dire, c'est non. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va dire oui. Mais il y a des coachs comme vous, comme toi, qui peuvent le faire aussi pour donner un peu d'inspiration et de direction à ces gens-là qui ont besoin. Je trouve ça extraordinaire. Avec, tu parlais tout à l'heure des levées de fonds. J'ai eu la chance de rencontrer des organisations qui ont de la facilité dans les levées de fonds, puis d'autres organisations pour qui c'est plus difficile. Selon toi, quelle est la clé dans les levées de fonds? La clé, c'est d'avoir une focus qui est vraiment, vraiment fort. On est focusé sur le résultat. Deuxième chose, c'est d'avoir un président, une présidente qui a le cœur dans la bonne place, qui veut travailler avec l'équipe, en équipe. Un fort comité, des gens dédiés. Il faut être dédié à la cause. Il faut avoir des gens qui ont des bonnes connexions dans une multitude de domaines pour pouvoir aller chercher les fonds nécessaires de partout et pas juste dans un domaine. Et il faut avoir assez de temps pour penser à une stratégie d'affaires qui va être gagnante. Parce qu'on ne peut pas rusher ces choses-là. Il faut vraiment bien réfléchir, mais avec un comité qui est fort. Et bien sûr, un leader qui sait là, comment
comment. Comment Oui. le faire partir du cœur aussi. Moi, ce que Exactement. j'entends, c'est Exactement. le cœur parce que c'est Tout ça à qui fait. Oui. qui va tracer le Oui. chemin aussi dans les cœurs des gens au Tout à final fait. parce que J'ai toujours dit, la vérité, c'est le meilleur PR. Mm. Parce que quand tu crois dans une cause, la façon que tu vas parler aux gens de ton projet, tu es transparente à 1,000,000%. Et on a déjà tous vécu un vendeur ou une vendeuse qui essaie de nous vendre un projet, mais on le sent, que c'est juste du blabla. Ouais. Et ils ne sont pas là vraiment, ils sont là juste pour le faire, you know? Comme quand je vois le gars couper le jambon dans un magasin, là, le boucher qui coupe, puis c'est plate, hein, il coupe. Viens pas me voir avec une histoire, trop de glaçage sur le gâteau, là. Dis-moi la vérité, sois direct avec moi. Ouais. Sois transparent. Ouais. Ça, c'est le meilleur. Puis, va chercher les gens qui ont le cœur aussi, qui ont les mêmes idées que toi. Ça vaut pas la peine d'essayer de vendre un roast beef à un végétarien. Il faut aller chercher les gens qui sont plus à l'aise et plus ouverts à ta cause. Ouais. Alors, si c'est pour les sans-abri, va chercher les gens qui veulent aider. Il y en a beaucoup. Qui ont une histoire aussi, parce que Tout à fait. souvent, on va vouloir aider des gens quand on a déjà une histoire. Tout à fait. On va vouloir s'impliquer beaucoup plus facilement. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. C'est trippant de t'entendre parler. J'ai tellement de questions. Ok. J'ai plein de questions. Je vais y aller avec aucune de celles-là finalement. Okay. Je te ramène, je te ramène dans tes yeux, dans ton sourire et dans ta joie. Ce moteur qui drive tes actions, parce que tu sais, on sent la femme d'expérience stratégique, qui réfléchit, qui connaît son bagage, qui connaît son réseau, qui connaît, tu sais, son networking, il est placé, tu sais, tu as tout ça. Mais il y a un fuel en arrière. Il y a quelque chose en arrière qui est en filigrane, qu'on ne voit pas forcément quand on se communique par email, mais que très vite, hier, j'ai senti. Et appelle-le énergie, appelle-le univers, appelle-le Dieu, appelle-le comme tu veux. Joie. C'est quoi ce feu-là à l'intérieur J'ai réalisé après plusieurs années ici sur cette terre que j'ai un cadeau que je peux laisser qui va être là après ma mort. Et ça, c'est mon potentiel justement d'aider les gens avec mon savoir-faire avec tout ce que j'ai appris dans ma vie. Notre devoir comme adulte, c'est comme dans la Renaissance où tu avais des maîtres qui donnaient tout leur savoir aux plus jeunes. Ben, nous, comme adultes, on doit faire ça, on a ce devoir. Alors moi, j'ai appris beaucoup dans ma vie et j'ai appris de mes erreurs et là, je sais quoi faire puis comment le faire. Alors moi, mon travail, c'est vraiment d'aider les autres à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est sûr et certain qu'ils ont le droit de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé la clé de ma vie et ça, c'est vraiment mes forces. C'est justement ça, mobiliser les gens, connecter avec les gens et connecter les gens aux autres. Alors, si c'est par l'entremise d'un travail pour une fondation, bravo pour moi. Oui, 100%. Si c'est aider quelqu'un qui a besoin de conseils pour toxicomanie ou quelque chose dans la communauté, ben, je suis la personne pour essayer de faire ça. C'est tout à fait ça. C'est juste pour moi une façon de faire une différence et de vivre le moment présent et de faire le plus possible. Un de mes héros, c'était Keith Haring, l'artiste très connu de New York, qui a décédé très jeune du VIH, du sida, en fait. Et lui, il disait toujours, j'ai tellement de travail à faire. J'ai tellement de travail à faire. Il était très occupé, il travaillait non-stop. Et j'ai retenu ça un peu parce que on peut faire beaucoup dans une espèce d'une journée au travail. On peut vraiment regarder l'horloge puis dire, OK, dans les prochaines 3 heures, là, je vais finir cette proposition. Ensuite, je vais envoyer ces courriels. Puis après ça, ben, je prends une pause. Des fois, je regarde mon horloge au bureau et je me dis, j'ai 45 minutes. Qu'est-ce que je peux faire pour être le plus efficace dans les prochaines 45 minutes? Et tu sais, enlever les distractions, réseaux sociaux et tout ça, et juste se concentrer sur le job at hand. Et c'est ça qui donne... La satisfaction de mes clients me donne le gaz. Il n'y a rien de plus beau que
téléphoner un client ou envoyer un courriel à un client d'une confirmation, d'un partenariat. Wow! Ça, c'est pour moi que mon client est content et que la fondation va être super contente parce qu'on a amené de l'argent pour leur cause. Payday. C'est le meilleur feeling au monde. J'ai l'impression aussi que cette capacité à voir la vie en une journée à la fois, tout à fait, t'aide aussi énormément parce que tu donnes ton 100% aujourd'hui. Parce que c'est ce que tu es capable de faire aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer le frère de Deepak Chopra quand je travaillais en Jamaïque. Ça fait longtemps, mais il était tellement gentil. Tellement gentil. Il m'a donné son livre personnel, The Power of Now, et j'adore. J'ai lu une couple de fois et ça m'a appris à penser uniquement au moment présent. Parce qu'avant, je capotais trop avec le passé, le futur. Et ça fait rien, ça. C'est pas constructif. Alors, ce que je fais quotidiennement, je me lève le matin, je fais je pose la question, c'est quoi la magie qui va arriver aujourd'hui à tous les matins? C'est quoi la magie? Comme ça, je suis ouverte à la magie. Ensuite, je promène mon chien et je dis merci à l'univers pour tout ce que j'ai. Pour tout ce que j'ai, et je pense à tous mes amis. Je remercie mes amis dans ma vie et tout ça. Et je suis super reconnaissante de tout. Même s'il y a des choses qui arrivent qui sont horribles, je me dis merci, j'ai un frigo avec de la bouffe et j'ai un toit en dessous de ma tête et j'ai une autre journée dans ma vie. Et je vis vraiment un jour à la fois. Comme maintenant, je suis hyper présente avec toi dans le moment de notre entrevue. Je pense pas à demain. Je pense pas à cet après-midi. Je pense à maintenant. Je suis vraiment focusée. Alors, j'essaie de vivre ce moment. Parce que si on se laisse aller, tu vas voir peut-être, si on se promène ou on est à quelque part, notre cerveau va voyager. Hein? Et là, on se trouve que, à quoi je pense? On a 30 000 pensées par jour. On a passé à des choses qui sont inutiles. Exact. Alors, j'essaie toujours de m'attraper quand je fais ça et de me rappeler de revenir au moment présent. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est quelque chose que j'enseigne, mais oui, le moment présent, la confiance en soi, gestion des émotions, du stress, donc tout ça. Oui. Mais ça reste que dans le quotidien, comme tout le monde, je reste humaine et je l'oublie. Et que juste déjà depuis t'avoir rencontré, et pourtant je le sais, et je le sais, mon Dieu, puisque je l'enseigne au quotidien, tu sais. Mais d'arriver à se ramener, c'est un muscle qu'on doit toujours pratiquer, exact. se ramener. Comme tout à l'heure, je dis, OK, je lis mes questions, prends le temps, réfléchis, centre, pose la question. Tu sais, mais ça se passe là. Ça se passe pas de qu'est-ce qu'eux, ils vont penser parce que j'ai ralenti. Tu sais, exactement. Ce qui aurait pu arriver. Tout à fait raison. Et quand ça va vraiment mal, ben, je sors de mon corps, encore une fois, ce que j'ai appris de Eckhart Tolle. Je sors de mon corps et je monte en haut dans le plafond et je m'observe. Et là, je la vois. Ah, la petite catégorique qui capote parce que, bon, elle a pas eu ce qu'elle voulait. Oh. Tu sais, et là, tu regardes tes problèmes. Il y a une autre loi que j'utilise, c'est la loi du 35 000 pieds. Et tu montes là et tu regardes ton problème, ton petit problème comparé de 35 000 pieds. Est-ce que c'est vraiment grave? Ce qui arrive, pas vraiment, là. C'est une miette sur la grande tranche à pied. Est-ce que je vais en mourir? Non. Non. Exact. C'est quoi la pire chose qui peut arriver? OK, tu vas perdre le contrat. Ben, qu'est-ce que tu fais après? OK, tu trouves un autre. OK. Next. Solution, you know? Non, c'est ça, on est de rester pris. Mode opérationnel. Oui, parce que sinon, on reste pris là-dedans. Puis ça alimente la joie. Tu sais, tu parlais des gratitudes pendant que tu promènes ton chien, t'es dans la gratitude de l'arbre, de la nature, de tout ce qui s'en vient, de la magie. Et je pense que c'est ce fuel à l'intérieur entre la stratégie, qui tu es, et ça, en plus, moi, tu sais, je le vois comme des fois, je suis quelqu'un qui est qui croit beaucoup à l'énergie, à l'univers, puis croyante aussi. Puis, tu sais, pour moi, c'est la foi en soi, la foi en ton réseau, puis la foi en l'univers. Tout à fait. Une fois que tu as les trois, là, en général, ben, tout est couvert. Il faut se souvenir que nous sommes tous reliés. Il y a comme l'univers, si on étudie un peu quantum physics, puis l'histoire de l'univers, puis nous sommes tous reliés.
Et si tu peux voir que tu es la roche, tu es aussi la roche, tu es l'arbre, tu es les feuilles, tu es la personne sans abri qui couche sur le trottoir, on est tous reliés. Alors, juste ton intention, c'est important. Des bons pensées pour les gens, ça résonne. You know? Et arrête la négativité vers soi-même. Ça mène à rien. Ça mène à rien. C'est magnifique, c'est magnifique. Si tu avais la chance de croiser la petite Katia de 7-8 ans, que lui dirais-tu? Never give up. Continue. Oh oui. Ouais, hein. Tu vas avoir une belle vie. Ouais. Ça va pas être facile, mais ça va être bon, là. J'aime ça. Good job. Merci. Good job. Vraiment. Merci infiniment, Merci Katia, à toi pour cette entrevue. chance. L'honneur est à moi, comme j'ai dit tout à l'heure, là, vraiment. Et ça fait plaisir de te rencontrer puis de te connaître, la personne que tu es. Merci. Tu aides les gens, tu fais un excellent travail. Mais Bravo. grâce à des pionnières aussi comme toi qui inspirent. Fait que je suis vraiment chanceuse de t'avoir et dans la gratitude d'avoir Merci, créé merci. cette connexion-là par email. Merci puis, énormément. vraiment. Merci.